Oui, vous dites que c'était, à votre avis, une erreur fondamentale que cette tentative d'éradication du patois par les instituteurs et par l'école de la Troisième République. Oui, une éradication brutale. Tous les instituteurs n'ont pas été des gens brutaux. Je reviendrai sur ça. Mais voyons ce qui s'est fait de façon rude. Le passage d'une situation culturelle à une autre situation culturelle doit se faire en douceur. Et là, ça s'est fait d'une manière brutale. Dans son village natal de Saint-André, près de Modane, ma mère n'a pas appris le patois, n'a appris que le français. De son père et de sa mère. Son père en particulier savait lire et écrire. Tous les dimanches, quand le temps était mauvais et qu'il ne pouvait pas sortir voir ses copains, il lisait, il y avait des livres, une petite bibliothèque dans la famille. Ce n'était pas une situation familiale tout à fait inculte, mais il parlait un français médiocre. Et les instituteurs de la Troisième République ont trop souvent imposé aux enfants qu'ils allaient recevoir en classe de parler un français médiocre qui était celui des parents. Mieux aurait valu parler un français, le patois, qui permet ensuite la transposition. Le patois est une langue organisée, une langue structurée, une langue qui a des règles. Et les parents auraient su apprendre à leur enfant une langue correcte. Et il est facile de passer d'une langue correcte à une autre langue correcte. D'une langue correcte, le patois, à une autre langue correcte, le français. Ma mère ne s'est jamais sortie de la langue médiocre qui était le français appris par son père et sa mère qui ne le connaissaient pas bien. Et moi, ma langue maternelle a été ce français un petit peu baragouin. Et pendant mes études, j'ai dû batailler pour apprendre à écrire en français facilement. J'y suis arrivé, je crois. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Les premières générations qui ont subi cette suppression brutale du patois ont peiné. Actuellement, plus le cas, plus personne peut parler patois. N'a le patois comme langue maternelle. J'en ai connu encore des gens plus jeunes que moi qui ont eu le patois de la langue maternelle. J'en ai connu une fille de Valloire dont le père était un excellent patoisant et qui parlait aussi très bien français. Cette jeune fille qui a eu le patois comme langue maternelle en 1940, entre 40 et 50. Et oui, est devenue agrégée des sciences économiques. Bon, vous voyez qu'on peut apprendre le patois comme langue maternelle et avec un bon coefficient intellectuel et de bonnes études et un peu d'effort, on passe l'agrégation des sciences économiques. Est-ce qu'il y a des régions dans son aire de diffusion où le patois ou le franco-provençal a résisté plus que dans d'autres régions? Oui. Oui. Le patois franco-provençal a très bien résisté en Italie. En Italie, en particulier en Vallée d'Os et en Piémont montagnard. Piémont montagnard, c'est un contresens étymologique. Dans les vallées qui sont au sud du Grand Paradis et jusqu'à Suse, la région de Suse et des hautes vallées au sud du Grand Paradis et la vallée d'Os de l'autre côté. Il n'y a pas eu le choc de l'école primaire obligatoire. Là. Il y a eu surtout l'interdiction de parler français pendant la dictature mussolinienne. Et cette interdiction de parler français a fait que beaucoup de gens ont parlé patois. Il était interdit de
parler patois, de faire un sermon en patois, de faire un sermon en français, pardon, excusez-moi, de faire un sermon en français sous Mussolini en Vallée d'Ost, et les curés, beaucoup de curés, ont fait un sermon en patois. Et il y en a eu beaucoup qui ont continué après les accords de Latran entre Mussolini et le Vatican. Après les accords de Latran, l'évêque d'Ost s'est mis à parler italien et beaucoup du clergé de Vallée d'Ost a parlé italien, mais il y a eu aussi des curés qui ont continué à parler français, parler patois parce qu'il aurait été interdit de parler français. Quand on est à l'extérieur, les noms de lieux en particulier, ou les noms de personnes, de gens relevant de l'ère de linguistique savoyarde, sont caractérisés par un nombre de Z finaux importants, des X, des choses qu'on ne voit que là. D'où cela vient-il? Ah, ça vient de loin. Les premiers Z que j'ai vus dans les documents d'archives remontent au XIIe siècle. XIIe siècle. Et ça vient des Français, des francophones, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas prononcer un A inaccentué final. Supposez un secrétaire ecclésiastique à Grenoble. C'est dans un document ecclésiastique que j'ai trouvé ça pour la première fois. Il s'agit de la redistribution de la dîme prélevée par les curés qui devait ensuite redonner une partie de la dîme prélevée sur les paroissiens à leur évêque. Et il est question, dans le diocèse de Grenoble, qui allait jusqu'à Aix-les-Bains, d'une paroisse qui s'appelait Fenêtre en patois, fenêtre en français. Cette paroisse était sur le versant nord du col du Granier, versant nord-nord-ouest du col du Granier. Fenêtre. Ce devait être quelqu'un qui connaissait le français, qui se demandait comment il faut écrire fenêtre, parce qu'il n'avait entendu que fenêtre. Hein, fenêtre, avec un A à tonne finale. Alors il a écrit fenêtre A-Z. Le Z voulait dire le A ne doit pas être prononcé à la française, fenêtra. C'est fenêtre. Les premiers Z qui ont été écrits marquaient que la voyelle qui précédait n'était pas accentuée. Fenêtre. Et ensuite, ça a été généralisé. La cluse, la fécle, la forcle, AZ, OZ aussi. C'était pour dire la voyelle précédente est inaccentuée. Et on a continué cette chose un peu extraordinaire en disant « Et si la voyelle est accentuée, comment faut-il faire ?» On aurait pu ne rien mettre, mais on a fait pire. On a mis un X. Chamonix, Vulmy, Conjus, Échenevé, G, enfin G c'est un monosyllabe, Montsaxonnet, etc. On a mis un X. Si bien que dans la graphie des mots savoyards, n'est-ce pas, si on écrivait à la française, et le savoyard a été écrit à la française, avec les conventions graphiques du français, mais les mots n'avaient pas d'orthographe en français, c'était dans les lieux locaux. Alors, on avait des voyelles finales A, O en particulier, qu'il fallait prononcer en douceur. Alors, on ne tenait à A et O. Et quand il fallait les prononcer en douceur, on mettait un Z. Quand il fallait les prononcer toniques, on mettait un X. C'est une particularité savoyarde qui a rayonné un petit peu en Suisse, qui a rayonné un petit peu en Bugey, qui a rayonné en Dauphiné aussi. Et les Savoyards savent comment il faut prononcer, mais ce qu'on écrit, une seule habitude, c'est que à force de l'écrire, on le prononce. En français, on devrait prononcer le verbe dompter, dompter. Mais des gens qui prononcent très très bien le français prononcent dompter. Mais il faudrait prononcer dompter. J'ai entendu prononcer dompter d'une manière correcte au Québec.